ça après. Alors, nous-mêmes, on s'adresse essentiellement à des grands comptes, essentiellement bancaires. Donc ce que je vais dire s'applique essentiellement à ceux-là, sachant qu'il s'applique pareil en fait à des industriels de l'énergie et des transports, en France et à l'étranger. Donc le monde d'avant, c'était un monde où il y avait des grandes entreprises qui s'étaient constituées par des monopoles locaux, en général nationaux. Je ne vais pas citer de nom, mais en gros c'est à peu près le CAC 40. Donc il y avait des grands groupes, puisqu'ils avaient un monopole, ils n'avaient pas forcément besoin d'être efficaces. Du coup, ils ont pu développer une culture bureaucratique, une culture proche d'une administration, proche du militaire. Donc c'est la boîte de nos papas. Et il y a certaines boîtes qui sont encore comme ça, mais qui sont donc plutôt bureaucratiques, plutôt administratives. La question que je vais vous poser, c'est la durée de vie des grands groupes. En 1960, elle était de 60 ans. Elle est mesurée, si on prend la durée de vie d'une entreprise sur le Dow Jones, qui est l'indice des 18 plus grands groupes américains, elle était de 60 ans. Aujourd'hui, elle est de combien de temps? On fait un vote. S'il y avait un réseau social, on aurait tout de suite la réponse. Combien? Moitié? 30. Comment? 10 ans. Ah, quelqu'un est bien informé. 10 ans. Donc en 50 ans, la durée de vie des grands groupes est passée de 60 ans à 10 ans. On peut à peu près estimer quelle sera la durée de vie des grands groupes dans 10 ans. Le tsunami. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les grands groupes disparaissent? Que se passe-t-il? En fait, on a un effet conjugué de digitalisation et de mondialisation. Jusqu'à présent, on a fait la mondialisation, on a vu la Chine, etc., les emplois industriels qui vont en Chine. Ça, on l'a vu, on a à peu près vu la fin de cette vague-là, qui a pris 20 ans et qui a fait qui a créé beaucoup de changements en France. Je pense que dans chacune de nos familles, on a des personnes qui ont été impactées par ça d'une manière ou d'une autre. Par en fait le départ de l'industrie. Donc ça, c'était la mondialisation. Ce qui se passe avec la digitalisation, c'est qu'en plus, comme les rapports humains sont complètement digitalisables, c'est-à-dire que je peux communiquer avec un humain au bout de la planète avec des possibilités qui sont proches d'un rapport humain classique, à cause de la technologie. Je suis capable, moi, Motwin, d'aller signer un contrat au Japon sans jamais me déplacer contre un concurrent qui est local, qui logiquement aurait dû pouvoir prendre ce marché. Inversement, si je vais prendre du bancaire, si une grande banque française du jour au lendemain, en 3 ans, disparaît parce qu'une grande banque africaine a désormais le droit de rentrer sur son marché, au moins européenne, je pense qu'on est encore dans le réaliste, c'est tout à fait possible désormais, puisque l'interface en ligne, en fait, c'est la même qu'on soit basé en Afrique ou en France. La prise d'appel aussi. Des clients comme moi, moi je ne suis pas allé dans une agence depuis 17 ans. Il y en a de plus en plus. Et donc c'est tout à fait possible d'envisager un concurrent qui arrive comme ça et qui balaye un marché. C'est déjà arrivé dans la sidérurgie, c'est arrivé dans l'industrie. Sauf que là, c'est en train d'arriver dans toutes les industries. Moi, je connais particulièrement bien le bancaire. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est ce qui est en train d'arriver, en fait. Et ça, c'est la conjonction de la mondialisation et de la digitalisation et des technologies, désormais, qui nous permettent de respecter la relation client à distance. Ça veut dire, y compris au bout du monde. En plus de ça, désormais, comme on le voyait à la maison, on utilise tous des outils, des outils sociaux comme Gmail ou Twitter ou LinkedIn, qui sont de très bons outils. Quand on compare ça à ce qu'on a dans nos entreprises, c'est souvent, en fait, il y a une fracture qui est en train de se créer, c'est-à-dire qu'on a des outils au bureau qui sont lents et pas mobiles. Et puis quand on va à la maison, en fait, tout est rapide, évolutif
et mobile. Donc c'est assez gênant à titre personnel, ça crée beaucoup de frustration. Même chose côté client. Les clients, en fait, demandent le même type de réaction que ce qu'ils ont à la maison. Donc si vous allez dans une banque et que cette banque, en cliquant sur un bouton, elle ne vous répond pas, il y a un problème. Vous ne comprenez plus, en fait, on n'est plus formaté comme ça. On a été formaté, on a été digitalisé dans l'essentiel de nos transactions. Après, il y a un autre phénomène qui a permis cette transformation sur les 10 dernières années, c'est au niveau technologique, des startups comme nous, comme celle d'Alexandre, sont capables de créer un business model en un mois. C'est-à-dire, vous avez une idée, en un mois, vous avez en production quelque chose qui peut être utilisé par des clients. Et ensuite, vous faites des itérations. C'est la méthode Lean. Ce qui vous permet en fait de capturer vos besoins et de créer des itérations sur votre produit pour rentrer dans votre marché de manière très efficace et très rapidement. Avant, pour lancer un produit, alors dans les grands groupes, un lancement de produit bancaire, c'est 2 ans, en étant optimiste. Et s'il n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer le système d'information. S'il faut commencer à toucher le système d'information, on est sur des cycles à 10 ans. Donc si on est d'un côté sur des cycles à 10 ans, et puis d'un autre côté à 1 mois, et qu'on a le même marché avec des attentes qui sont indifférentes d'un côté comme de l'autre, logiquement, il y a des startups qui arrivent et qui changent les équations. Là, j'en profite pour donner mes références. Le tsunami technologique, je vous conseille La mort de la mort de Laurent Alexandre, parce que ce que je décris, c'est en train d'arriver au niveau médical, et c'est un Français. Sur les business models, l'Afrique est en train de créer les business models de demain. Donc on sait tous que maintenant, dans les pays où il y a peu d'infrastructures physiques, tout se passe sur le mobile. Donc on le savait pour les paiements, enfin, c'est quelque chose d'assez connu. Moi j'ai découvert relativement récemment que les bourses, donc l'équivalent d'Euronext, sont sur mobile maintenant. Il n'y a plus d'infrastructure centrale. Tout est sur mobile, les cotations également, et il n'y a plus de système central. Ce qui, si on imagine l'arrivée de ce type de business model en Europe, aurait des conséquences énormes sur beaucoup d'emplois. Je recommande aussi Cambrian Moment de The Economist qui est parti il y a 2 semaines, qui décrivait assez bien en fait le phénomène du tsunami. Donc ça veut dire que quand on est dans un grand groupe, donc c'est peut-être votre cas ou c'est vos clients, on est dans une situation où on voit la grosse vague qui fait 20 mètres de haut, on voit les industries qui sont déjà par terre, ça a été la sidérurgie, ça a été l'aéronautique, maintenant c'est pratiquement toute l'industrie. On sait que la vague elle est en train d'arriver. On entend les plaintes de nos employés et de nos clients qui se disent mais vous êtes complètement à côté de la réalité. Donc après on a un choix. Soit on laisse la vague venir, on l'ignore, on se dit de toute façon je suis à la retraite dans 2 ans donc c'est pas grave. Soit on a moins de 65 ans et là on se dit j'ai peut-être un truc à gérer là. Donc, je vais prendre un exemple avec une photo locale sur la fracture, j'ai commencé à en parler. Si on prend l'industrie bancaire, je ne sais pas si le CIC est présent ou pas? Non. Non, je peux en parler alors. Non, ça aurait été bien. J'en ai déjà parlé avec mon conseiller du CIC. D'accord. Changement de réglementation et digitalisation fait que les agences bancaires ne sont plus rentables. Il y a des exceptions, mais 90% des agences bancaires ne sont plus rentables. Donc le ROI est négatif. Le personnel dans les agences est moins équipé que le personnel qui prend les appels. Il y a un problème. Vaut mieux que j'appelle de chez moi plutôt que j'aille me déplacer à l'agence. Donc je vais quand même appeler de chez moi. Le personnel voit très bien ce qui est en train de se passer. Donc il y a des problématiques sociales et de stress. Les clients sont insatisfaits, comme je le disais tout à l'heure. On n'a plus le temps maintenant de faire 20 minutes de queue pour voir un expert qui n'en est pas un, puisque par téléphone, j'ai un meilleur expert que ce que je peux avoir en me déplaçant. Et en plus de ça, on est dans une image très négative de la banque en ce moment à cause des subprimes.
ça pourrait être le sujet d'une conférence en tant que tel. Donc on peut soit ignorer, soit se dire, bon ben, qu'est-ce qui existe? Nous on pense qu'il y a une solution, puisqu'on l'a mis en place chez 4 des 5 grandes banques françaises, et on travaille avec des banques étrangères sur cette même logique. C'est sur la logique du PPP, c'est-à-dire People, Profit, Planet, proximité avec les clients, grâce à des devices qui permettent d'avoir une réponse humaine, efficacité par des outils collaboratifs, dont ceux d'Anthropic, notre partenaire, une emprise temps réel avec les réseaux sociaux, on va en parler, arrêter tous les business où le ROI est négatif, parce que si vous êtes dans des ROI négatifs, vous n'avez pas un business qui est profitable, donc vous n'êtes pas durable, donc vous ne pouvez pas tenir votre mission. Et vous pouvez diminuer votre empreinte carbone. Donc plutôt que d'avoir des agences qui ne servent à rien, peut-être en profiter pour créer des espaces de vie pour des startups ou des jeunes sociétés. Voilà, c'est une possibilité qui est adoptée par pas mal de banques en ce moment, mais c'est émergent, on ne l'a pas encore vu. Et ça fait partie d'un ensemble d'innovations qu'ils ont dû mettre en place pour faire appel pour affronter ce tsunami. Et là, on va aller dans les détails de ce qu'ils ont fait en termes de réseau social entreprise. Je te passe là. Ouais. Moi, je suis un ancien chercheur en intelligence artificielle. Alors, je me moque des fois de mes collègues, mais ça a tout d'artificiel et peu d'intelligent aujourd'hui, hein, parce qu'on a réussi à simuler que l'intelligence d'un chat de 3 mois, mais c'est très très utile. On va voir que avec la création des réseaux sociaux et ce qu'on appelle les graphes sociaux, on va pouvoir appliquer des algorithmes des années 70 qu'on ne pouvait pas appliquer jusqu'à présent sur les systèmes précédents. Donc, pour avoir une idée de la fracture, hein, Eric en a parlé un petit peu, il y a une fracture. Bon. Mais ici, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué quand j'ai créé Anthropic en 2005, c'est que, en gros, si on prend que les champions, c'est-à-dire les meilleures boîtes hein, du passé, les Coca, les McDo, alors meilleurs, attention, en efficacité business, ça ne veut pas dire les meilleurs surtout, mais en gros, il leur fallait 50 ans et des milliards pour avoir 100 millions de prospects, d'accord, dans les grandes mailles. Après 2005 sont apparus des mutants qui ont en 10 fois moins de temps et avec 1000 fois moins de moyens, on fait la même chose. Ça s'appelle Facebook, LinkedIn, etc. Je ne parle pas que des capitalisations boursières très impressionnantes, Facebook à 100 milliards. Vous imaginez une boîte qui a moins de 4 ans, elle vaut 100 milliards, ça fait quoi? Ça fait 2 fois General Motors. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui va plus, quoi. Hein, et moi, on va dire en ancien scientifique, parce qu'après je me suis sauvé dans les boîtes de conseil et j'ai essayé de comprendre pourquoi les entreprises étaient passées à côté de tout ça. Cette efficacité théorique de 10 000, pourquoi qu'est-ce que toutes ces championnes ont en commun? En gros, les Pinterest, Facebook, Twitter, etc., ce sont maintenant des réseaux sociaux. Je dis maintenant parce que, juste petite parenthèse, Twitter n'était pas un réseau social, c'était un système de microblogging. Un réseau social, c'est un lieu où je dis qui je suis, ce que je demande et ce que j'offre. Aujourd'hui, les gens, ils ont quelque chose à donner et il ne faut surtout pas les frustrer sur cet aspect-là. Et ça donne des choses humaines très intéressantes. Évidemment, pourquoi elles vont plus vite et pourquoi avec moins de moyens, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Hein. Et n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions, parce que je voudrais essayer d'être dans une pédagogie plutôt que d'être dans un discours qui s'impose. Hein. Alors, comment tirer profit de cette manne d'efficacité? Bon, déjà, le point commun de ces champions du XXIe siècle, c'est qu'ils se basent sur un graphe social. Alors, on ne va pas revenir technologiquement à ce qu'était une base de données SGBDR. Vous connaissez peut-être de nom Oracle, MySQL qui a été racheté par Oracle. Voilà, bon. Ces systèmes-là, ils vont encore exister quelque temps, un peu comme a coexisté le disque vinyle avec le CD-ROM. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle les CRM, les ERP, etc., ou les anciens systèmes bancaires, enfin les actuels, pardon, c'est que, en fait, les humains, pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent bien? C'est une question purement anthropologique. C'est parce que on a été fait pour faire des choses ensemble. Hein. Et à partir du moment où ces bons logiciels très froids, très machins, ils nous ont permis d'avoir des relations différentes avec les gens, sans avoir à se déplacer parfois, etc., bon, eh bien, finalement, on s'en est emparé. Et on s'en est emparé à une vitesse complètement folle. D'accord ? Vous avez une boîte qui est Facebook en 2004 sur 4000 personnes sur le campus et puis d'un seul coup, il rajoute l'information qui est en couple et qui ne l'est plus, boum, il passe à 100 000. D'accord ? Et puis après, il rajoute 2-3 idées comme ça et boum, il passe à 1 million, 100 millions, ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein ? Il a tout basé sur des relations humaines. Donc, un graphe, aujourd'hui, plus globalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'entreprise. Eh bien, les nœuds du graphe, c'est des gens, normalement, ou des entreprises qui sont reliées entre elles par des liens. En fait, ce qu'on appelle social en anglais, c'est un faux ami qui n'a rien à voir avec le mot social français. Hein. Enfin, ça se rejoint à la fin, hein, comme tous les ennemis, ou toutes les différences. Mais je veux dire, social, ça veut dire relié, on va dire. Alors, si je vais bien passer, voilà, vous allez petit à petit, du point de vue de l'entreprise, créer un graphe social qui va réunir et créer des liens avec vos employés, vos prospects, d'autres entreprises et puis vos clients. D'accord ? Mais à la fin, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est cette sorte de... Un réseau social, c'est un site internet à la fin de la journée, c'est des pages HTML qui sont produites par des serveurs. D'accord ? Bon, si on les installe à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, ça permet de créer un autre lien que celui qui existe à l'heure actuelle, qui suit plus ou moins une hiérarchie. Alors on sait que quand on fait la pause café, on évite les hiérarchies, on se dit des trucs qu'on ne se dit pas par mail, etc. D'accord ? Donc le rêve des concepteurs, enfin, pour la petite histoire, j'ai créé le deuxième réseau social vertical au monde qui s'appelle Finroad après MySpace. Moi, mon rêve, c'était que ça devienne un espace machine à café. C'est-à-dire que les gens ils se disent des choses à cet endroit et ils partagent des valeurs qu'ils ne partagent pas du tout dans leur quotidien. Voilà. Alors, on s'est rendu compte que ça fonctionnait à peu près, sauf quand on fait croire aux entreprises qu'il suffit d'installer un logiciel. C'est comme tout, c'est jamais le logiciel qui répond à un problème. C'est une solution. Une solution, c'est éventuellement des logiciels, mais c'est d'abord des gens qui réfléchissent à des objectifs, des problèmes, qui essayent d'imaginer comment transformer l'entreprise pour se réadapter à un écosystème, et ensuite penser aux outils, à l'outillage, pour savoir par quel bout on va le prendre et quels moyens on va utiliser pour y arriver. Bon, une fois qu'on a réuni des collectifs, par exemple, ça peut être des collectifs d'experts, les trucs qui ont le mieux marché, c'est par exemple en 2010, on a fait une des toutes premières plateformes de ce qu'on appelle l'innovation participative. L'innovation participative, ça consiste à quoi? Je m'appelle Apple, on a un peu de génie, mais c'est pas suffisant. On a failli se casser la figure une fois. On va créer un espèce d'objet sur lequel, nous, on va juste créer l'objet et puis un système d'exploitation. Mais les applications qu'il y a dessus, il est impossible qu'on ait les génies suffisants pour le faire. Donc on va demander au génie du collectif, des gens à l'extérieur de mon entreprise, de créer les applis pour moi. Et en plus, je vais les faire payer. Et ça va donner ce que vous connaissez. Bon. Ça a plein d'autres avantages, je vais passer vite parce que voilà, bon, c'est de la valeur à créer de l'ordre d'1,3 trillion, c'est-à-dire 1300 milliards de dollars selon McKinsey. En général, ils se plantent à chaque fois, mais en gros, la masse est là. Hein. C'est qu'il y a une valeur à créer qui est phénoménale. Donc, on augmente de 40% les interactions à valeur ajoutée.
on multiplie par 2 la qualité de la communication et au niveau business, c'est gigantesque. Alors, les clients et les employés, comme l'a dit Eric aussi, ont un comportement qui a changé. Et l'entreprise, elle s'est retrouvée au milieu de ce changement et ça donne, on va les citer, il faut en citer plusieurs, on dit toujours. Donc dans la distribution, prenons la Fnac, les 3 Suisses, etc. On se retrouve à distribuer de la musique et on continue à vouloir vendre des galettes aux gens alors que les gens, ils ont des clés USB. Ils veulent avoir le truc tout de suite chez eux et dans leurs oreilles immédiatement. Donc il est évident que les magasins allaient se planter. On leur a annoncé il y a 6 ans, ça fait rien, ils se sont plantés et ils ferment les magasins. Il n'y en a aucun de rentable. Il faut savoir qu'il n'y a aucun magasin de distribution de produits culturels qui est rentable à part Cultura en région. D'accord ? Et Édouard Leclerc qui a fait son truc culturel, mais enfin, voilà. Bon, pour vous donner une idée de ce dont on parle, des impacts multiples, c'est que l'entreprise du futur, elle va avoir à gérer les questions complexes des gens, d'augmenter la productivité, d'être plus innovant et de faire évidemment au final du business avec une efficacité redoutable. Pour que tout ça puisse se faire, il faut créer des outils correspondant à chacun de ces objectifs. La social gamification, c'est l'art d'utiliser les processus cognitifs du jeu pour pousser les gens à être plus engagés dans un processus d'achat et de partage de cet achat avec les autres. Bon, il y a donc beaucoup de challenges. Il faut mettre tout ça sur une seule solution et les technologies, les méthodologies et le recul qu'on a aujourd'hui nous permettent effectivement d'être à la fois social, d'intégrer les process d'entreprise et les data d'entreprise, d'être ouvert à un système qui est préexistant, c'est-à-dire on n'arrive pas et on décrète que nous on est les meilleurs, on est les nouveaux et les anciens ils sont nuls. D'accord ? Ça c'est pas une société qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est de dire que la nouveauté va nécessiter une transition et que quand une banque elle a investi évidemment à peu près 10 milliards dans 10 000 applications qui conversent les unes avec les autres, il va falloir quand même s'interconnecter à tout ça. Et puis on verra plus tard si le social l'emporte. D'accord ? Enfin, il l'a déjà emporté si vous voulez, mais il faudra qu'il remplace tous ces systèmes qui ont mis des dizaines d'années à être mis en place. Donc en gros, favoriser plutôt des middleware, c'est-à-dire des objets informatiques qui nécessitent des services et du conseil plutôt que simplement des outils préfabriqués, vous gagnerez des années. Alors, un élément aussi essentiel pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain, Serge, il faut me dire si je suis très en retard. 2 minutes. Encore 2 minutes ? Allez, j'accélère. 5 minutes de retard. J'ai déjà 2 minutes de retard, alors j'accélère encore plus. Bon, un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, à peu près toutes les agences de la Terre se focalisent sur un point que je trouve terrible. C'est, on va vous faire une page Facebook. D'accord ? Vous voulez faire la communication sociale ? On va vous faire une page Facebook, on va vous faire un Twitter, on va vous mettre sur tous les réseaux sociaux. Vous savez ce que vous êtes en train de faire si vous faites ça ? Vous êtes en train de donner tous vos actifs à ces boîtes-là. Vous êtes en train de diluer votre marque chez ces mecs. Et en plus, vous avez un problème juridique majeur, c'est que vous êtes sous Patriot Act. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Patriot Act, mais c'est une loi qui est tombée sous Bush, encore une de ses éclairs de génie, et il a dit que toutes les agences nationales avaient le droit de choper toutes les données des réseaux sociaux et de toutes les données de type digital dans le monde. D'accord ? Et l'Europe a signé, oui monsieur, merci monsieur. Et là, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Mais en gros, l'Europe va gagner et elle va dire, on arrête le Patriot Act et maintenant il va falloir que les réseaux sociaux créent des structures en France, enfin en Europe, pour que les datas soient réellement protégées et la responsabilité individuelle soit protégée. Enfin, les données sur individus soient protégées. À la fin de la fin, ce que je vous conseille à tous et de passer le message, c'est que votre objectif, c'est de récupérer vos actifs numériques. Vous pouvez utiliser pendant un temps la force de la résonance, la caisse de résonance de ces réseaux sociaux, mais in fine, créez le vôtre. C'est rien de créer un réseau social aujourd'hui, c'est rien du tout. Hein, on fait ça, Eric l'a dit, en un mois, dans le nez, et sur le web, et sur le mobile, et sur toutes les plateformes qui existent. Vous voyez ce que je veux dire ? Le changement de paradigme, il est aussi là. Il y a des Français qui savent faire ça. Hein, c'est pas que aux US. Ok.
Bon, j'arrête là. Les solutions dont on parle, pour être un peu précis, un peu techno, c'est voilà, des interfaces web et mobile, vous définissez des règles de gestion, vous utilisez des plateformes technologiques tant qu'à faire un peu de pub pour nous, et puis vous utilisez un graphe social plutôt qu'une base de données traditionnelle, et là vous commencez à être près des nouveautés. Bon, pour ceux qui sont intéressés, on mettra ça en ligne et on vous les passera. Je vais passer sur le risque, mais une chose qui est très importante pour vous tous. Aujourd'hui, il y a eu une dépendance majeure créée sur Facebook. C'est-à-dire, si vous voulez faire une communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour créer du trafic et du business sur le web, vous allez être obligé de passer à la caisse ici, d'accord? Or, j'ai démontré au DMA, au Direct Marketing Association, c'est le grand mess mondial du marketing à Chicago, je leur ai posé la question publiquement et j'ai dit, vous ne trouvez pas que les coûts, en fait, ils s'arrêteront jamais de monter parce que ces trucs-là sont des enchères. Donc plus il y a d'acteurs sur des enchères, plus les prix montent. Donc en gros, on a une équation où les prix augmentent, les revenus, ils stagnent au mieux, même Fnac, etc., enfin des gros acteurs se retrouvent dans cette impasse. Vous savez que 80% des sites de e-commerce sont pas rentables. Hein. Ils créent beaucoup de chiffres d'affaires et souvent, vous verrez, c'est drôle, ils annoncent beaucoup les chiffres d'affaires, mais jamais les rentabilités. Et évidemment, les pertes sont massives à terme. Donc l'équation, il faut en sortir vite fait. Bon, l'avenir et le saint graal du réseau social, il est là. C'est-à-dire que John Smith, je suis capable de dire si c'est un bon payeur, s'il a téléchargé un type de vidéo, ce qu'il aime culturellement, là où il va, là où il est, je peux déterminer 3 mois à l'avance avec qui il va sortir, je connais les 7 critères selon lesquels il va déménager, je sais s'il va déménager dans un 2 pièces, 3 pièces, 2 mois à l'avance. Vous comprenez, c'est ça le graphe social. D'accord? Et on n'est pas obligé de connaître l'identité des gens. On peut le faire sans l'identité des gens. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont hyper efficaces là-dessus. Hein? Vous connaissez Amazon avec son vieux truc de filtrage collaboratif, ça date des années 30. Bon, comment je fais simple, il y a 70% des projets de réseaux sociaux qui sont des échecs. Les raisons principales, c'est qu'ils oublient la conduite du changement avant, pendant et après. Ils oublient de définir une gouvernance numérique. Enfin, on ne se lance pas dans un truc numérique sans avoir une stratégie numérique et sans dire qui est le patron de quoi et machin. Allez me trouver combien il y a de patrons du numérique dans ce pays. Il n'y en a pas. Hein, je parle de vrais patrons. Croire que le choix d'une appli toute faite est une solution, c'est se gourer et se tromper sur les indicateurs de performance. Il y a des gens qui croient encore le vieux message de Blue Kiwi qui dit que les réseaux sociaux internes aux entreprises vont supprimer l'email. Alors moi, j'installe des réseaux sociaux dans les grands comptes et les petits, et je peux vous dire que les premiers résultats, c'est que ça fait exploser la boîte mail. Parce que ça crée des notifs dans tous les sens. Ça crée ce qu'on appelle une infobésité. Et il faut encore des algorithmes d'intelligence artificielle pour filtrer tout ça avec beaucoup de pertinence. Il faut une maturité numérique d'un certain niveau et il faut contrôler ces indicateurs-là. Bref, vous aurez tout ça et je vais probablement m'arrêter là. Je vous dis juste, ça peut être utile. Si jamais vous voulez lancer une entreprise dans le réseau social, il y a 3 phases. Le lancement, quelqu'un devient membre. Il faut lui donner, qu'il trouve une valeur d'usage pour rester chez vous. Je reviens, d'accord? Et puis après, il faut qu'il ait envie d'inviter des gens qu'il connaît. Et c'est là seulement qu'on exponentialise. Ces 2 phases-là sont terribles. Cette phase de lancement, elle crée une proportionnalité entre mes revenus et le nombre de membres. Or, comme je tombe à l'équilibre que quand j'ai un nombre critique de membres, je passe mon temps à perdre de l'argent ici. Donc l'idée, c'est d'arriver à cette équation, c'est-à-dire un N0, oui, qui dépend de mon investissement en marketing, mais aussi d'un facteur d'exponentialisation qui s'appelle la viralité. C'est quoi la viralité? C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, c'est tout. Le vieux bouche à oreille, on connaît tous le bouche à oreille. C'est simplement que chacun d'entre nous est connecté en moyenne avec 300 personnes sur les réseaux sociaux. Donc on est tous des médias. Et quand on clique sur un bouton, on peut splasher sur des milliers de personnes. Donc je m'arrête là, sinon je vais me faire sortir. Voilà. Et quelques exemples de réseaux sociaux créés. Humanity, vous pouvez aller les voir. Société Générale, vous ne pourrez pas si c'est en interne, etc. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci.